Voilà, tu peux y aller. Attends. Voilà. Tu as J'ai noté? noté qu'on allait discuter, alors tu me dis si je me trompe. Ouais. Qu'on allait parler de savoir comment le désir est la catastrophe de la volonté et comment il entraîne la crise mimétique qui est une psychose collective. Mais ça se trouve, on en a déjà parlé. Oui, ça, on en a parlé. Alors donc en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du statut du bouc émissaire dans la société et dans les crises. Et on va se servir d'Oedipe, du mythe d'Oedipe et de l'histoire de Joseph le patriarche. Et en fait, on va voir, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous demander comment on est sorti avec la Bible de la mythologie pour entrer dans le logos. Voilà. C'est plus C'est ça. ça. Super que tu aies bien noté ça, parce que tu vois, comme ça, moi, je m'en rappelais plus tellement. Ben voilà, Voilà. c'est ça qu'on Le va faire. problème qu'on va avoir aujourd'hui, c'est qu'on va avoir besoin de raconter deux histoires. Euh, on s'adresse à des gens qui peut-être connaissent ces histoires et des gens qui peut-être ne les connaissent pas. Donc, on va demander à ceux qui les connaissent de nous excuser, de les raconter plus ou moins bien. C'est l'histoire d'Oedipe et l'histoire de Joseph. Et pourquoi? Pourquoi? Ben parce que une histoire d'Oedipe représente la mythologie et une autre histoire représente la Bible. Alors tout va très bien parce que certains, pratiquement tout le monde était d'accord pour dire que bon, bah, finalement la Bible c'est de la mythologie Ah oui, et c'est la donc question. ça permettait de dire que la Bible, bon ben mais il y a un problème puisque c'est de la mythologie, c'est une religion comme une autre. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on va voir la petite différence entre les deux mythologies. Alors dans ce cas-là, si tant est que c'est de la mythologie. Et puis ça pose une autre question, c'est alors si c'est de la mythologie, pourquoi à l'école on enseigne la mythologie grecque et pas la Bible? Voilà. Et quelle est cette petite différence entre si c'est de la mythologie, cette mythologie qui est l'histoire de Joseph, et cette mythologie qui est l'histoire d'Oedipe? Pourquoi l'histoire de Joseph et l'histoire d'Oedipe? Parce que ces deux histoires sont les mêmes en réalité. L'histoire de Joseph est très ressemblante de celle d'Oedipe. Seulement l'histoire d'Oedipe est une histoire, est un mythe. Joseph est un récit biblique. C'est là qu'on va pouvoir dire, vous êtes sûr que qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement différent, un changement de perspective. Et donc après, voilà, on pourra se dire, on pourra se demander tout ça, voilà. Alors, donc ça va être très long, tu comprends, parce qu'il va falloir raconter les deux histoires déjà. Bon, l'histoire d'Oedipe, on la connaît, c'est la fameuse histoire de le complexe d'Oedipe. On a étudié à travers des auteurs classiques. On a étudié des auteurs modernes, à l'école peut-être même, on a pu étudier l'histoire d'Oedipe, qui est de la mythologie, et on n'a pas étudié l'histoire de Joseph à l'école, qui est de la mythologie donc, puisque la religion issue de la Bible serait une religion comme les autres. Il y a dans le texte qui s'appelle le bouc émissaire de René on, Girard. bon, tu me laisses raconter maintenant. Non. Oui, je te laisse raconter. Et je t'écoute. Il dit, dans le bouc émissaire de René Girard, voilà, c'est ça. Il raconte, il nous raconte une histoire. Il dit, voilà, je vais vous raconter une histoire. Il dit, les récoltes sont mauvaises, les vaches avortent, donc elles donnent plus de petits, donc on va bientôt plus avoir de viande. Personne ne s'entend plus, donc c'est la zizanie. C'est un peu ce qui arrive en France maintenant. Hein, bon, on n'a pas les vaches, mais bon, on a du chômage, on a beaucoup de gens qui se disputent, personne n'est d'accord avec personne. On dirait qu'on a acheté un sort sur le village, on dirait qu'on a acheté un sort sur la France. C'est pareil, hein. C'est le boiteux. C'est le boiteux. C'est celui qui
celui qui s'est marié avec sa mère. C'est le boiteux. Ouais, celui qui paraît qu'il a tué son père. La chose est claire, c'est lui qui a fait le coup. Il est arrivé un beau jour, on ne sait d'où, et il s'est installé comme ça, chez lui. Ouais, il a même changé les meubles de l'Élysée. Il s'est permis d'épouser l'héritière la plus en vue du village. Il a travaillé chez Rothschild et de lui faire 2 enfants. Il paraît qu'il s'en passe chez eux. De toutes les couleurs. On soupçonne l'étranger d'avoir fait un mauvais parti au premier époux de sa femme. Elle était mariée avant. La Brigitte, pardon, sa femme. Et l'autre, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. D'ailleurs, c'est vrai, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. L'autre, c'est vraiment, bon, il y a quelques... On nous a donné une version officielle, mais il paraît que... Bon, ça se passe dans un village. Alors bon, donc, on soupçonne l'étranger d'avoir fait un mauvais parti du premier époux de sa femme. Ça veut dire qu'il l'a... Voilà. Une espèce de potentat local, ouais, parce qu'apparemment, il était le chef du village, disparu dans des circonstances mystérieuses et un peu trop vite remplacé. Non, ça colle complètement. Et un peu trop vite remplacé dans l'un et l'autre rôle, donc celui du mari et celui visiblement du potentat local, par le nouveau venu, le boiteux. Un beau jour, les gars du village en ont eu assez. Ils ont pris leur fourche et ils ont forcé l'inquiétant personnage à décarpir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à décarpir? Est-ce qu'ils l'ont enterré dans une tourbière? Est-ce qu'il a simplement pris la fuite pour toujours? On ne sait pas ce que ça veut dire trop. Et cette histoire, si je te la raconte comme ça, est-ce que ça te paraît être un mythe? Moi, non. Pourquoi? Parce que c'est un point de vue extérieur, c'est comme un... Je t'avoue que je ne saurais pas dire pourquoi ça me paraît être un Je mythe. te pose une question difficile, hein. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que regarde, je te dis, il y a la peste, je te raconte la même histoire, hein. Et maintenant, un mythe. Et c'est la même histoire que je vais te raconter, hein. Il y a la peste, à Thèbes, il y a un sphinx aux portes de la ville qui pose des questions aux jeunes et puis il les tue quand ils répondent pas à la question. On dirait qu'il y a, un sort qui a été jeté sur le village. C'est la faute aux boiteux, parce que le boiteux, c'est Oedipe, hein. Il était boiteux, Oedipe. La chose est claire qui a fait le coup. Il est arrivé un beau jour, on ne sait d'où, il s'est installé comme chez lui, chez Jocaste, la reine. Il s'est même permis d'épouser Jocaste, l'héritière, donc la plus en vue de Thèbes, que je remplace Thèbes par village, hein, comme j'aurais pu le remplacer par l'Élysée. Et il lui a fait 2 enfants, donc Antigone et Ismène. Il paraît qu'il s'en passe chez eux de toutes les couleurs, parce qu'il couche avec sa mère. C'est ça, c'est le complexe d'Oedipe. Et il paraît qu'il s'en passe de toutes les couleurs. On soupçonne l'étranger d'avoir fait un mauvais parti au premier époux de sa femme. Donc c'est Laïus qu'il a rencontré sur le chemin, qui lui bloquait le passage. Ils se sont battus. Apparemment, ça a tourné en faveur d'Oedipe. Oedipe est mort, il a tué son père sans le savoir, puisque apparemment c'était son père. Une espèce de potentat local, bah oui, c'était le roi Laios, disparu dans des circonstances mystérieuses, bon voilà, et un peu trop vite remplacé. Donc, et puis évidemment, bah, après, l'autre, il s'est installé dans le lit du roi, etc. Dans le rôle dont il a remplacé à la fois le roi et l'époux, hein. Un beau jour, les gars du village en ont eu assez et ils ont réglé son compte à Oedipe. Est-ce que c'est un mythe? J'ai pas envie de répondre à cette question. T'as pas envie de répondre à cette question, pourquoi? Je Là, sais c'est pas. un mythe. Là, c'est bien le mythe d'Oedipe que je viens de te raconter. C'est ça, oui, c'est un mythe.
C'est le mythe d'Oedipe que je viens de te raconter. Oui, tu m'as raconté. C'est la question, c'est la question en fait, que dit Gérard. Gérard, il pose cette question toute bête. Il dit pourquoi Un mythe est un mythe? non, pourquoi quand on raconte, quand on enlève tous les éléments surnaturels qui entourent, si tu veux, le récit, le sphinx, et qu'on raconte l'histoire de façon à affirmer que Oedipe est coupable. Il est coupable parce qu'il a couché avec sa mère et qu'il a tué son père, en affirmant qu'il a tué sa mère, qu'il a couché avec sa mère, et en affirmant, sans le démontrer, pourquoi, à ce moment-là, personne ne voit le mécanisme du bouc émissaire, et pourquoi, dès qu'on enlève tout le folklore qui entoure tout le décor, qu'on change et qu'on le met dans un décor qui nous est familier, on reconnaît immédiatement le bouc émissaire. Comme si on avait ce savoir en nous, mais que là, on ne voulait pas le voir. Et Gérard dit, c'est parce qu'on a été éduqué à voir parce qu'on a été éduqué à repérer. Par exemple, on sait que quand les gens ils accusent le boiteux, on sait qu'on a affaire à un bouc émissaire. On sait que c'est quelqu'un qui est accusé à tort. Et quand on nous raconte le mythe d'Oedipe, c'est comme si on avait un rideau qui se mettait devant nos yeux et qu'on ne le voyait plus. On ne voulait plus le voir. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où les gens vivaient sur le régime du mythe, c'est-à-dire dans une religion dont le mythe était la liturgie, le mythe d'Oedipe, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre et le moment où les gens se racontent, le moment où les gens vivent dans un village et il y a un boiteux, c'est probablement au Moyen-Âge ou à la campagne aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et Girard dit, ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il y a eu qu'il y a eu le plein accomplissement de la religion catholique avec la croix. C'est-à-dire que nous avons appris, nous faisons des boucs émissaires. Nous avons appris que Dieu est une victime et qu'il n'est pas monté tout seul sur la croix, il ne s'est pas lui-même mis les clous dans la main, c'est nous qui l'avons cloué sur la croix. C'est nous qui avons chassé Oedipe. C'est nous qui l'avons accusé. C'est nous qui lui avons collé la peste sur le dos sous prétexte qu'il avait épousé Brigitte et fait disparaître bizarrement le premier mari de Brigitte. De Jocaste. C'est nous qui l'avons couronné et puis c'est nous qui le chassons. Voilà. Et ça, il le démontre en étudiant notamment les monarchies africaines, celle du Rwanda. Donc, pour ça, il faut lire le chapitre que je t'avais demandé de lire, c'est sur la violence et le sacré. C'était le fameux chapitre 4 de la violence et le sacré, où il parle de ça. Il parle des monarchies du Rwanda et il fait le parallèle avec les monarchies, en fait. Il dit, en fait, dans ces monarchies-là, on voit encore, dans le fonctionnement rituel, on voit encore comment le roi est d'abord quelqu'un qu'on amène à transgresser toutes les règles, c'est-à-dire à vivre comme un roi, pour pouvoir... et donc un roi, c'est jamais qu'un condamné à mort qui fait prospérer son sursis. Oui. Tu vois, c'est ça j'en parle dans le virus du désir. Ah, on n'a pas présenté mon bouquin, en fait, parce que la base de notre discussion, c'est mon bouquin. Ah, ouais. Où est ton bouquin? Il est juste là. Comment je vais manger si je le lis, je le vends pas, quoi. Je reviens tout de suite. Il est là. Voilà, celui que je vais envoyer à Bascar. Donc, voilà. Ça, tu peux lui dire que je lui ai fait de la pub. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Christ, mais le Christ, il n'est pas arrivé tout seul. Il a été pressenti par les écrits antérieurs, par les anciens écrits. Le plus ancien, l'écrit le plus ancien dans la Bible, c'est la Genèse. Et la Genèse,
c'est toute l'histoire des patriarches. Abraham, mais avant Abraham, il y a eu Noé, tu vois. Avant, il y a eu Caïn, Abel, Adam et Ève, tout ça. Après, il y a eu Abraham, après, il y a eu Isaac, après, il y a eu Jacob, Jacob qui est devenu Israël, qui a eu 12 enfants. Et je commence à raconter l'histoire. Le mythe, parce qu'il paraît que c'est un mythe. On va voir la différence. Et donc, il a eu 12 enfants, et il a eu 3 femmes, et de la dernière femme, il a eu Benjamin et Joseph, c'est l'histoire de Joseph qu'on va raconter. Joseph, il a eu finalement une histoire très semblable. D'abord, Joseph, il a fait un rêve, et il commence à dire oui, moi, j'ai fait un rêve. Oui, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que. Alors, il a 12 frères. Hein. Enfin, il rêvait que qu'il y avait une grande gerbe bon, sûrement lui, la grande gerbe, hein, et puis il y avait 12 gerbes autour, et puis elle se penchait sur la gerbe au centre. Et les autres, ses frères, ils sont furieux. Ils disent ouais, tu te prends pour le chef. Ils sont en train de se disputer, tu vois, qui c'est qui va emporter le gâteau, hein. Qui c'est qui va être l'héritier en réalité, parce qu'il y a quand même 12 enfants. Tu vois, c'est quand même une lignée. Tu vois, il y a Isaac, ils remontent à loin. Ils ont conscience qu'ils sont rien et qu'ils sont tout en même temps. Ils sont dans un état complètement schizophrénique, ces gens-là, à ce moment-là. Et lui, il arrive et il dit, mais moi, ouais, j'ai fait un rêve. Puis après, j'ai fait un autre rêve. Alors, il y avait la lune, et puis il y avait le soleil, et puis il se penchait sur moi. Et puis, alors, son père, il se dit, mais la lune, c'est sa mère, et le soleil, c'est le père. Et les parents lui disent, maman, qu'on va se prosterner devant toi, Joseph? Pour qui tu te prends? Tu vois, Joseph, il fait des rêves comme ça, quoi. Voilà, le mec, il se projette. Il a de l'ambition. Et tu comprends bien que ça peut pas marcher, quoi. Parce que donc ses frères, un jour, ils sont en train de garder les troupeaux. Joseph, le père de Joseph, il dit, bah, va avec eux, rejoins-les. Les autres, il a sûrement pas dû y aller peut-être parce que c'est trop important pour regarder les troupeaux ou je sais pas quoi. Il n'y était pas avec ses frères. Et c'est le père qui lui dit vas-y. Donc il y va. Et les autres, ils le voient arriver et ils se débarrassent de lui. Ils le jettent dans une citerne. Et puis il y a un de ses frères, Ruben, qui a pitié. Il dit bon, on va quand même, on va quand même, on va quand même on va quand même pas le tuer, on va faire croire à notre père qu'il a été mangé par une bête, Donc, hop, ils font un substitut sacrificiel. À la place de tuer Joseph, ils tuent un animal. La fourrure est ensanglantée, ils la présentent au père, le père pleure, etc. Et puis finalement, après, les frères récupèrent Joseph dans la citerne et ils le vendent à des Arabes qui vont en Égypte. Et de là, Joseph se retrouve en Égypte. Et c'est là que son aventure commence. Parce que bizarrement, ce gars-là, c'est te dire qu'il était ces gens, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient de si particulier? Il se retrouve directement intendant de Pharaon. Moi, je t'explique ce que ça veut dire. Le type, tu arrives d'Ukraine avec une caravane de migrants. Bon, t'es rentré, tu vois, avec des marchands, tu vois, à la limite dans un camion, tu vois. Toi, tu as passé la frontière dans un camion. Tu te retrouves sous une tente à dormir parce que c'est là que tu peux dormir quand tu arrives dans ces conditions. Ou alors, bon, bah, voilà, tu dors sur un parking avec les camionneurs à Paris. Et sans transition, tu te retrouves à la place de Gabriel Attal, conseiller Alors, qu'est-ce que c'était? Conseiller chez Poutifard, voilà. Donc c'était un genre, voilà, chez un ministre, tu vois. Bizarre, non? Bah oui, c'est un peu chelou, ouais. C'est que, c'est que certainement Joseph, c'était un fanfaron, mais il avait les moyens de sa fanfaronnade.
certainement un garçon très instruit, très intelligent. Il y avait déjà certainement toute une tradition qui se perpétuait à travers les frères, à travers depuis Noé, depuis les, il y avait déjà quelque chose de très 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 puissant qui était arrivé. Est-ce que tu tiens le coup là? Je te vois, tu as envie de briller, tout ça, tu tiens le coup. Je peux continuer? Ben, j'ai raconté déjà presque toute l'histoire de Joseph, hein. Là maintenant, on va arriver à ce qui ressemble à ce qui fait la ressemblance, à ce qu'on peut dire pourquoi c'est pareil que type. Mais là, c'est pareil. Là, subitement, le roi fait Oedipe, c'est pareil. Joseph, c'est pareil. Il va être accusé. De suite, il y a Poutifar il y a la femme de Poutifar qui va bloquer sur Joseph, quoi. Et puis lui, Joseph, il est très, comment dire, peut-être qu'il est très fier, peut-être qu'il est il- très très concentré sur son truc. Il lui cède pas à la femme. Donc elle fait en sorte qu'il est accusé de viol. En fait, encore un truc super contemporain, tu vois. Le type, il est accusé de viol. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Joseph est jeté en prison. Donc tu vois déjà, tu as le même truc que Deep. Tu vois, il est accusé de faire des trucs, de transgresser. Et là, il se retrouve en prison. Et puis, il se retrouve en prison avec deux ministres qui ont été jetés aussi en prison par Pharaon. Donc, il doit être certainement dans le quartier VIP de la prison. Et ce qui lui permet d'apprendre avec les chansons, qui est certainement le spécialiste des terres agricoles, et avec le panetier, qui est certainement le spécialiste genre le ministre de la Culture, tu vois. Enfin, le ministre de la Culture, genre, et le mec qui s'occupe de tous les procédés relatifs au stockage des récoltes, tu vois, à la fabrication du pain, c'est-à-dire à la conservation des farines, etc. Donc, tu vois, des très haut niveau, tu vois, en prison. Et il y a un, il lui dit, bah, toi, tu vas mourir. Il interprète leur rêve. Il lui dit, toi, tu vas mourir et toi, tu vas vivre. Voilà. En gros, je sais pas, je te donne pas le détail parce que je le connais pas, mais en gros, c'est ça. Et là, le pharaon fait un rêve. Il dit, il va y avoir des famines. Tiens, comme à Thèbes. Les vaches ne vont plus donner de lait, tout le monde va être contre tout le monde. La crise. C'est le rêve du pharaon. Mais il ne sait pas que c'est comme Nabucodonosor plus tard. Il voudra que quelqu'un lui interprète son rêve et c'est Daniel qui en sera capable. Ils interprètent les rêves, ils comprennent les problèmes des puissants, les Hébreux. Même s'ils ils sont jamais dans la position des puissants. Tu vois, c'est quand même c'est Freud, tu vois. Ils interprètent les rêves. Interprétation des rêves. Et voilà. Et là, là, il dit, comme Daniel plus tard à Babylone, ben oui, ben moi je connais un gars, le panetier, il meurt et les chansons, il vit comme il avait dit exactement. Et donc le panetier, le ministre de la farine et du blé, il lui dit, ah mais en prison, il y en avait un qui a dit que moi je serais vivant, ou le contraire, je ne sais plus, et que lui il serait mort. Alors là, il s'appelle Joseph, lui il va pouvoir interpréter ton rêve, il est balèze. Donc il appelle Joseph. Joseph lui dit, bah, c'est bien simple, il va y avoir 7 années de famine, 7 années de famine. Donc, et Joseph se met à organiser, tout le stockage. Il invente quasiment le stockage. C'est pour ça que par exemple, Théonopsie, dans ses vidéos, explique que Joseph était probablement un grand technicien. C'est lui qui a fait beaucoup de réalisations qui ont permis à l'Égypte de devenir une grande société capitaliste, en gros, parce qu'ils ont développé des techniques à partir de là de stockage, les techniques de canalisation, etc. Peut-être qu'elles existaient déjà, mais à partir de ce personnage-là, qui est identifié comme Imhotep par les égyptologues, qui serait en réalité Joseph, à partir de ce personnage, un grand mage,
du point de vue des païens, mais Joseph du point de vue de la Bible, ben là, il s'est passé quelque chose Tu vois, c'est quelqu'un qui a accédé au pouvoir et qui a été en quelque sorte, qui est sorti par le haut. Et on peut dire que c'est un mythe, puisque c'est une mythologie, c'est de la mythologie. Et Girard dit, oui, mais là, il y a quelque chose il y a quelque chose de caractéristique, c'est que celui qui est destiné à être, à servir de bouc émissaire, c'est-à-dire l'Oedipe, celui qui est destiné à en prendre plein sa figure, en fait, à être le responsable, est finalement toujours sauvé. Il est toujours remplacé par autre chose. Tu vois, Isaac devait être sacrifié par son père, et puis hop, il est sacrifié, et puis hop, il est remplacé par un bélier. Ouais. Jésus devait mourir, puis hop, il ressuscite. Euh, et puis c'est comme ça tout le temps dans la Bible. Tu vois, il est mis dans une citerne, et puis non, on le sort de la citerne, on va dire au père que c'est un animal à la place. Il y a toujours une substitution sacrificielle. On va toujours vers quelque chose qui remplace la victime par un substitut sacrificiel qui est animal d'abord, et puis à la fin avec l'Eucharistie qui est carrément du pain et du vin. Les chansons et le panetier dans la prison de Joseph. C'est-à-dire finalement, on va vers la disparition du sacrifice, on va vers le héros est toujours sauvé, il est toujours ressuscité, tu vois, il était dans sa citerne, puis hop, il est ressuscité. Il va au fond de sa prison, puis hop, il sort de la prison. Puis il sort toujours par le haut, en réalité. Et surtout, on voit qu'il est victime d'une persécution qu'on ne voit pas dans le mythe. La preuve qu'on ne le voit pas, c'est que quand Oedipe est raconté de manière mythique, on ne voit pas que c'est de la persécution. On le voit que si je le raconte version village, c'est-à-dire après l'éducation chrétienne, après l'éducation biblique. Mais quand je le raconte de manière mythique, on ne le voit pas. Le mythe accuse Oedipe. Il dit, il a tué sa mère, non, c'est pour ça qu'on l'a zigouillé, c'est ça qu'il est devenu. Terminé, on ne voit pas que c'est une victime. Tandis que dans la Bible, on le voit. Dans la Bible, il y a un renversement, il y a une éducation qui nous permet de passer par-dessus Oedipe et d'aller directement à l'histoire du village et du gars zigouillé par les gars du village où on voit que c'est ça que découvre ça que découvre. Et il dit maintenant, quand on veut persécuter les persécuteurs, quand ils veulent faire du bouc émissaire, là on revient à mon bouquin. C'est-à-dire quand on veut accuser un méchant virus, quand on veut accuser le président Popov, quand on veut tout mettre sur le dos d'Athènes, on est obligé d'en passer par des subterfuges de plus en plus subtils parce que notre savoir est de plus en plus pénétrant et parce que nous sommes chrétiens. C'est à chaque fois qu'on utilise notre savoir de la persécution, c'est notre savoir chrétien qu'on utilise. Ouais. On le sait. Et c'est parce que la mythologie chrétienne n'est pas de la mythologie, c'est le renversement de la mythologie. C'est-à-dire c'est la rationalisation, c'est dire non, 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 non. Non, 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 non. C'est la femme de... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, il a été victime d'une erreur judiciaire. Théo, il y a l'apparition de l'erreur judiciaire. L'apparition de l'avocat de Joseph, qui dit non, non, mais moi je t'explique. L'apparition de Freud, l'interprétation des rêves. L'apparition de la psychanalyse. C'est-à-dire des commencements de la rationalisation de la psychologie. Et tout ça, c'est parce qu'on est chrétien. Donc, on est scientifique parce qu'on est chrétien. Et il faut arrêter de dire qu'on est athée, blablabla. C'est pas grave. On est sorti du religieux, c'est vrai. Mais parce que le christianisme, c'est la sortie du religieux, c'est-à-dire c'est la sortie du mythe vers le logos. Et donc, du coup, ben voilà, on est arrivé au logos. L'histoire de Joseph est un logos. On n'est pas trompé. On voit bien qu'il y a persécution, on voit bien pourquoi il y a persécution, et on voit bien aussi comment on se sort de la logique de la persécution petit à petit par la substitution sacrificielle. C'est-à-dire, bon, bah tiens, on va égorger un mouton à la place de Joseph, et puis comment Joseph va s'en sortir parce qu'il va rationaliser pour pouvoir permettre à l'Égypte de se sortir d'une crise. Au lieu de, comme Oedipe, résoudre l'énigme du Sphinx, et puis là, aller directement dans le lit de Jocaste. Voilà. Bon, c'est bon, voilà, on a fait le tour aujourd'hui. C'était ce qu'on voulait faire aujourd'hui. On voulait expliquer ça. Oui, Et, mais ouais, pas de questions, pas de choses à soulever. moi, j'en vois pas. Après, si t'en vois, moi, j'ai rien de plus à dire. Hein. Ce qui ici, c'est que
C'est que du coup, on voit bien que là c'est très important pour la compréhension du virus du désir, pour tous ceux qui vont le lire, c'est que ça permet de comprendre qu'on est dans une société du logos et pourquoi le bouc émissaire est quasiment une entité scientifique. Et pourquoi les prêtres sont des professeurs nimbus habillés en blanc. C'est parce que c'est des prêtres cachés, parce qu'on ne peut pas montrer qu'on persécute. Parce que ça se verrait trop. Même Madame Michou le verrait. Ah, mais non, mais là, ils ont accusé le boiteux. Mais c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Ils ont accusé le virus, mais c'est pas lui. C'est-à-dire qu'on est conscient de notre tendance à faire des boucs émissaires. Hyper conscient. Le savoir de la persécution est devenu une technologie. Et maintenant, c'est devenu une technologie, mais elle est basée sur des investissements. C'est-à-dire que René Girard a eu un élève. René Girard a eu un élève, et je te montre, et on en parlera la semaine prochaine. On commencera comme ça. Qui était cet élève? Qui a été l'élève de René Girard, qui montre que toute la technologie, par exemple Facebook, qui montre que Facebook, c'est René Girard. Qu'il n'y aurait pas Facebook sans René Girard. C'est-à-dire que vraiment, on est arrivé, non seulement on est arrivé à savoir de la persécution qui relève de la technologie, qui permet aujourd'hui à des institutions militarisées, politiques, de fonctionner et d'utiliser ce savoir de manière à un niveau qui est technique, extrêmement technique, où la manipulation du terme de complotisme est une ingénierie. Ça relève d'un savoir ingénieur. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Voilà. Et après, on pourra aborder des questions, revenir après sur là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement se fixer un rendez-vous pour la lecture d'un film, Le cinéma à la lumière de la théorie mimétique. Et on fera la prochaine fois Un jour sans fin. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très bien. On va faire ça. On fera Le jour sans fin et on regardera ce film à la lumière de la théorie mimétique. C'est très bien. Ok? On a terminé? On a terminé. Tu as des questions, Audrey Rose? Non, j'ai pas de questions, Pierre-Henri. Non, c'était très clair. Ok. C'était très bien expliqué. J'ai pas été trop rapide sur les histoires. Non, pas trop rapide, pas trop long non plus. T'as compris, Joseph et Oedipe en cours, voilà. Bon. Bah voilà. Bah alors, au revoir, Audrey Rose. Au revoir, Pierre-Henri. À bientôt.